Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir les modules de la préparation au concours d'enseignement, le CAPES. Le premier cours, c'est les espaces vectoriels de dimension finie. Donc dans ce cours, il faut savoir c'est quoi un espace vectoriel, c'est quoi une application linéaire, c'est quoi la dualité. Tout d'abord, commençons par donner une définition sur c'est quoi un corps commutatif. Un corps K commutatif dont l'élément neutre pour l'addition sera noté 0 et l'élément neutre pour la multiplication sera noté 1. Pour le programme du CAPES externe, on pourra supposer que K est un sous-corps de C, sachant que C c'est l'ensemble des nombres complexes. Un K espacio-vectoriel est un ensemble non vide E, muni d'une loi de composition interne, plus, et d'une loi de composition externe, la multiplication. Dans le domaine des opérateurs est le corps K, vérifiant les propriétés suivantes. E plus est un groupe commutatif. La loi multiplication est associative, c'est-à-dire que quel que soit lambda mu appartenant à K et quel que soit x appartenant à E, lambda.mu.x est égal à lambda mu.x. Quel que soit x appartenant à E, 1.x est égal à x. La loi multiplication est doublement distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire que quel que soit lambda mu appartenant à K et quel que soit x appartenant à E, lambda plus mu fois x est égal à lambda fois x plus mu fois x. Et quel que soit lambda appartenant à K, quel que soit xy appartenant à E, lambda fois x plus y est égal à lambda x plus lambda y. Les éléments d'un espace vectoriel sont appelés des vecteurs, et les éléments du corps K sont appelés les scalaires. L'élément neutre de l'addition est appelé le vecteur nul, et noté 0. On écrit souvent lambda.x au lieu de lambda x. Propriété. Pour tout x appartenant à E, on a 0 fois x est égal à 0. Pour tout lambda appartenant à K, on a lambda fois 0 est égal à 0. Et pour montrer qu'un ensemble est un groupe, il faut montrer trois conditions. Que un ensemble noté G, au moins un élément admet au moins un élément neutre, non vide, une loi de composition interne. Et quel que soit xy appartenant à G, x fois y appartenant à G, quel que soit x appartenant à G, e fois x est égal à x fois e est égal à x, et l'inverse, x fois x moins 1 est égal à e. Et quel que soit x, y, z appartenant à G, x fois y fois z est égal à x fois y est égal à, entre parenthèses, x fois y fois z. Passons maintenant à parler de c'est quoi en fait une famille génératrice, une famille libre, une base. Soit n appartenant à l'ensemble n étoiles, et soit n vecteurs x1, x2 jusqu'à xn, dans l'espace vectoriel E. Une combinaison linéaire de ces n vecteurs est un vecteur de la forme la somme de k variant de 1 jusqu'à n de lambda k xk, où lambda a, lambda 2 jusqu'à lambda n sont des scalaires. Si I est un ensemble fini d'indices et si xi est une famille finie de vecteurs de E, une combinaison linéaire des vecteurs xi est un vecteur de la forme la somme de lambda i xi, où lambda i sont des scalaires. Lorsque I est l'ensemble vide, la seule combinaison linéaire de la famille vide de vecteurs est le vecteur nul. Combinaison linéaire des vecteurs de famille. Le vecteur nul 0e est une combinaison linéaire de la famille xi.
On a en effet 0 est égal à la somme de i appartenant à i de lambda i xi. Définition. Une famille de vecteurs de E est dite génératrice si tout vecteur de E est une combinaison linéaire de la famille xi. Cela revient à dire que pour tout vecteur x appartenant à E, il existe une partie finie j de i et des scalaires lambda j avec j appartenant à j tel que x est égal à la somme de lambda j xj. Définition. Une famille finie xi de vecteurs de E est dite libre si pour toute famille lambda i d'éléments de K, l'égalité la somme de i appartenant à i de lambda i xi est égale à 0, entraîne que lambda i est égal à 0 pour tout i appartenant à i. Une relation de la forme la somme de lambda i xi est égale à 0 est une famille de vecteurs et où lambda i est une famille de scalaires à support fini, tel que l'un ou moins des scalaires lambda i est non nul est appelée une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs de la famille. Propriété. Une sous-famille d'une famille libre est libre. Une famille composée d'un seul vecteur x est libre si seulement si x est non nul. Les vecteurs d'une famille libre sont tous non nuls. Les vecteurs d'une famille libre sont 2 à 2 distincts. Une surfamille d'une famille génératrice est génératrice. Une famille xi de vecteurs E est appelée une base de E lorsqu'elle est génératrice et libre. Donc lorsqu'on montre que la famille elle est génératrice et elle est libre, donc cela montre que c'est une base de E. Par exemple, dans l'espace vectoriel K au carré, E1, E2 est une base. Dans l'espace vectoriel K de X, la famille X à la puissance N est une base, la famille des matrices. L'espace vectoriel E est égal à 0 si seulement si la famille vide est une base de E. C'est quoi alors un produit de deux espaces vectoriels? Soit E et F deux espaces vectoriels sur le même corps. L'ensemble produit E fois F est naturellement muni d'une structure de K espaces vectoriels pour les opérations suivantes. La somme du couple x, y et x', y' appartenant à E, F est définie par x, y plus x', y' est égal à x plus x', y plus y'. Le produit du couple xy par le scalaire lambda est défini par lambda xy est égal à lambda x lambda y. Le vecteur nul dans l'espace vectoriel produit E fois F et le couple 0E, 0F est l'opposé du vecteur XY et le couple moins X, moins Y. Espace vectoriel de dimension finie. Un K-espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Proposition. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et soit A est égal à AI, une famille génératrice finie ou non. Alors il existe une partie finie I de I telle que la famille AI soit génératrice. Le théorème que je vais annoncer est fondamental. Soit E est un espace vectoriel de dimension finie, et soit A est égal à A1, A2 jusqu'à AN, une famille génératrice de E. Et B est égal B1, B2 jusqu'à BP, une famille libre dans E. On a alors P inférieur ou égal à N. De plus, on peut compléter la famille B par N moins P vecteur AI de la famille A pour obtenir une famille génératrice. Donc, si P est égal à N, la famille B est génératrice et si P est inférieur à N, quitte à changer la numérotation des AI, on obtient une famille génératrice de la forme B1, BP, ABP plus 1 et 1N. Sous-espace vectoriel. Définition. Soit E un K espace vectoriel.
Un sous-espace vectoriel de E est une partie non vide f de E stable par addition et par multiplication par les scalaires. C'est-à-dire une partie non vide f de E telle que, quel que soit xy appartenant à f, x plus y appartenant à f, et quel que soit x appartenant à f, et quel que soit lambda appartenant à k, lambda x appartenant à f. On a vu l'ensemble des points pour les espaces vectoriels de dimension finie. Passons maintenant à voir le cours des structures algébriques usuelles. La structure algébrique usuelle. Donc, dans ce cours, il faut savoir c'est quoi un groupe, c'est quoi un sous-groupe, c'est quoi un groupe opérant, ça c'est plus pour les gens qui préparent l'agrégation. Un sous-groupe normal, l'anneau, un corps de fraction d'un anneau intègre, un quotient d'un anneau commutatif par un idéal, ça c'est pour les gens qui préparent aussi l'agrégation pour les mathématiques. Donc, commençons tout d'abord par voir la définition d'un groupe. D'abord, je vais commencer par faire une définition de loi de composition. Soit E un ensemble non vide. Une application E fois E dans E est parfois appelée une loi de composition. Si xy est un élément de E fois E, son image par F est souvent notée xy et appelée le produit de x par y. On utilise aussi la notation x.y et aussi parfois la notation additive x plus y. On dit que x plus y est la somme de x et de y. D'autres symboles sont aussi utilisés. Il est important de savoir passer d'une notation à l'autre. Par exemple, traduire une relation écrite pour une loi multiplicative en notation additive. La loi de composition est dite associative lorsque xy fois z est égal à x fois y fois z. Pour tout xy et z dans E, on note alors x, y, z cet élément. Une loi additive est associative si x plus y plus z est égal à x plus entre parenthèses y plus z. Un élément E de E tel que E fois x est égal à x fois E est égal à x pour tout x appartenant à E est appelé aussi un élément neutre. Un élément neutre est nécessairement unique car si E et E' sont deux éléments neutres, on a E est égal à E fois E' est égal à E'. Dans le cas d'une loi multiplicative, l'élément neutre est généralement noté 1. Dans le cas d'une loi additive, il est noté 0. La loi de composition est dite commutative si xy est égal à yx pour tout xy appartenant à E. Nous supposerons toujours qu'une loi de composition notée additivement plus est commutative. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition associative, noté multiplicativement et possédant un élément neutre noté 1. Si x1 jusqu'à xn sont des éléments de E et noté x1 jusqu'à xn l'élément y de E défini par la relation de récurrence, y est égal à x1 si n est égal à 1 et pour n positif supérieur à 1. Y est égal à x1 jusqu'à xn est égal à x1 jusqu'à xn moins 1 fois xn. C'est quoi alors un groupe? Un groupe G est un ensemble non vide muni d'une loi de composition notée multiplicativement. Donc, possédant les propriétés suivantes. Elle possède un élément neutre que nous noterons ici E. Elle est associative et pour tout élément x de G, il existe un élément x' tel que x fois x' est égal à x' fois x est égal à E. On dit que x' est un inverse de x. Notons qu'un tel élément est unique car si x' et x' sont des inverses de x, on a x' est égal à x' fois x fois x' est égal à x' fois x fois x' est égal à x'. L'inverse de x est noté x moins 1. Pour une loi additive, l'inverse est appelé l'opposé et noté moins x. C'est quoi alors un produit de groupe? Soit G1 et G2 deux groupes. On définit une loi de composition de groupe sur l'ensemble G1 fois G2 en définissant le produit composante par composante. x1, x2 fois y1, y2 est égal à x1, y1
et x2, y2. On dit que G1 fois G2 est le produit des groupes G1 et G2. C'est quoi un sous-groupe? Soit G est un groupe dont la loi de composition est notée multiplicativement et dont l'élément neutre est noté 1. Une partie H de G est un sous-groupe de G si H est non vide et si quel que soit XY appartenant à G, XY appartenant à H implique que X fois Y appartenant à H. Et quel que soit X appartenant à G, X appartenant à H implique que X moins 1 est appartenant à H. Exemple, l'ensemble Z est un sous-groupe de l'ensemble Q+, et l'ensemble Q est un sous-groupe de l'ensemble R+. Le moins 1 et 1 est un sous-groupe de R étoile, R étoile, R étoile. C'est quoi un groupe monogène? Un groupe G est dit monogène s'il existe un élément A de G tel que G est égal à A. Exemple, Z+ est un groupe monogène. Il est engendré par 1. Q+ n'est pas un groupe monogène. Proposition. Un groupe monogène est commutatif. Si soit G est égal à A, un groupe monogène, et soit H un sous-groupe de G, alors H est un groupe monogène. C'est quoi un morphisme de groupe? Les morphismes de groupe sont les applications compatibles avec les lois de composition. Soit G et G' de groupe. Un morphisme, on dit aussi homomorphisme de G dans G', est une application F de l'ensemble G dans l'ensemble G' tel que, quel que soit x, y appartenant à G, f de x, y est égal à f de x fois f de y. Proposition. Soit F un morphisme du groupe G dans le groupe G'. Pour que F soit injectif, il suffit que son noyau soit réduit à l'élément neutre de G. Pour que F soit surjectif, il suffit que l'image de F est égale à G'. Passons maintenant à voir le cours sur les suites et séries numériques. C'est quoi une suite géométrique? Une suite géométrique est définie par récurrence. On se donne P dans N, A dans R ou C, UP dans R ou C. Pour tout n supérieur ou égal à P, on pose UN plus 1 est égal à A fois UN. A s'appelle la raison de la suite. Une suite, c'est quoi une suite périodique? Soit UN une suite de nombres réels ou complexes. On dit qu'elle est périodique et si seulement si il existe K dans N étoiles tel que quel que soit N supérieur ou égal à P, UN plus K est égal à UN. Si ce n'est vrai qu'à partir d'un certain rang, on dit qu'elle est ultimement périodique. La plus petite valeur de K possible s'appelle la période de la suite UN. On notera qu'une suite est périodique, respectivement ultimement périodique de période 1 c'est seulement si elle est constante. Opération. On définit les opérations suivantes sur les suites ayant le même ensemble de définitions. Somme ou produit de deux suites, multiplication d'une suite par un réel, quotient de deux suites si c'est possible. Soit UN et VN deux suites réelles. La somme UN plus VN est la suite de termes général UN plus VN. Le produit UN fois VN est la suite de termes général UN VN. Donc, et la suite lambda.un est la suite de termes général lambda un. Le quotient, c'est pour tout n, Vn est différente de 0, un sur Vn est la suite de termes général un sur Vn. Théorème. Si un et Vn sont bornés, la somme et le produit sont bornés. Pour toute lambda réelle, la suite lambda un aussi. Convergence et divergence d'une suite. La préoccupation principale quand on étudie une suite, c'est de savoir ce que se passe à l'infini, c'est-à-dire d'étudier si elle a une limite ou pas. Et si possible, comment elle tend vers cette limite, sa limite. On va préciser tout cela dans les paragraphes qui suivent pour commencer parlant de la limite.
Définition, c'est quoi une suite convergente? Soit une suite de nombres réels ou complexes. On dit que UN est convergent si seulement s'il existe un nombre L dans C tel que. Quel que soit epsilon positif, il existe N0 supérieur ou égal à P, et quel que soit N est supérieur ou égal à N0, UN ou moins L est inférieur ou égal à epsilon. On dit dans ce cas que UN converge vers L ou que UN tend vers L. L s'appelle la limite de la suite UN. On note la limite n de UN est égale à L ou la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égal à L. Théorème. Le nombre L défini précédemment s'il existe est unique. On dit que la limite d'une suite s'il existe est unique. Une suite non convergente est dite divergente. Une suite est donc soit convergente, soit divergente et ces cas sont exclusifs. Étudier la nature d'une suite, cela veut dire déterminer si elle est convergente ou divergente. Il est à noter que UN tend vers L est équivalent à UN moins L tend vers 0, ainsi qu'à UN la valeur absolue UN moins L tend vers 0. On peut donc ramener l'étude de la convergence d'une suite réelle ou complexe à l'étude de la convergence d'une suite de réels positifs vers 0. On a le cas de suites divergentes qui ressemblent pas mal à des suites convergentes. Ce sont les suites de nombres réels qui tendent vers plus l'infini ou moins l'infini. On note déjà une ambiguïté dans le vocabulaire. Définition. Soit UN est une suite de nombres réels. On dit que UN tend vers plus l'infini si seulement si, quel que soit M positif, il existe un N0 positif supérieur ou égal à P, et quel que soit N est supérieur ou égal à N0, UN est supérieur ou égal à N. Donc pour la notation, on dit que la limite de UN est égale à plus l'infini et que la limite lorsque N tend vers plus l'infini de UN est égale à plus l'infini. On dit que UN tend vers moins l'infini si seulement si, quel que soit M inférieur à 0, il existe N0 supérieur ou égal à P, et quel que soit N supérieur ou égal à N0, UN est inférieur ou égal à N. On note la limite lorsque N tend vers plus l'infini de UN est égal à moins l'infini. Théorème. Une suite convergente est bornée. Attention, la réciproque est fausse. On passe maintenant à voir le cours sur les probabilités. Algèbre de parties. Puisque nous avons parlé d'opérations sur des ensembles, il peut être utile de revoir dans votre cours d'algèbre d'une part les opérations réunion, intersection, différence symétrique, complémentation agissant sur deux ensembles A et B, et dont le résultat respectivement noté A union B, A inter B est un ensemble, et d'autre part les lois de Morgan. Nous exposerons ici seulement ce que sont une algèbre de parties et une tribu. Définition. Une algèbre de parties ou algèbre de boules est une famille non vide de parties qui vérifient les deux propriétés suivantes. Que A est stable par passage au complémentaire, c'est-à-dire que quel que soit A appartenant à A, le complémentaire appartenant à A. A est stable par la réunion, quel que soit A appartenant à A, et quel que soit B appartenant à A union B appartenant à A. Dans le contexte des probabilités, on parle aussi d'algèbre des événements. En effet, l'ensemble des événements que nous définirons bientôt doit au moins avoir cette structure. Car si A et B sont des événements, on souhaite pouvoir aussi considérer comme des événements non A qui est le complémentaire de A et A ou B qui est la réunion de A et B. C'est quoi une tribu? On sait que la stabilité pour la réunion ou l'intersection, donc pour un nombre fini de réunions ou d'intersections, n'entraîne pas nécessairement la stabilité pour une infinité de nombrables de réunions ou d'intersections. Une tribu est une famille non vide de parties qui vérifie les deux propriétés que A est une algèbre et que A est stable par l'union dénombrable. C'est-à-dire que pour toute famille dénombrable A d'éléments de A, l'union de AI appartenant à A.
Remarque, cette dernière propriété est équivalente à la stabilité par intersection dénombrable. La démonstration, comme la précédente, utilise les règles de Morgan. On vérifiera facilement que l'ensemble des parties de la partie a une structure de tribu. Lorsque cette partie est finie, on pourra complémenter la famille dénombrable avec une infinité dénombrable pour que la réunion infinie garde un sens. Définition. La tribu borelienne aux tribus de Borel de R notée B de R est la tribu contenant tous les intervalles de la forme moins l'infini X. Espace probabilisable. Définition. Un espace probabilisable est un couple formé d'un ensemble et d'un tribu A de parties de cet ensemble. Deux cas se présentent alors. Si cette partie est finie ou infinie et dénombrable, on prendra cette partie et P de cette partie comme un espace probabilisable. Exemple, pour modéliser l'épreuve aléatoire constituant à repérer à un instant donné la position d'un point situé dans un plan muni d'un repère cartésien, on utilisera l'espace probabilisable R carré B de R carré. Événement. C'est quoi un événement? Pour une épreuve donnée, une fois choisi l'univers associé à cette épreuve et la tribu correspondante, on a construit un espace probabilisable. Nous pouvons alors introduire la notion d'événement. Un événement est un élément de la tribu de l'espace probabilisable. Exemple, l'événement obtenir un nombre impair, l'événement obtenir pile, l'événement ne pas être déplacé, et les événements, le téléphone sonne immédiatement. Événement particulier. Définition. L'ensemble vide est un sous-ensemble de tout ensemble. Donc l'ensemble vide est un événement associé à toutes les épreuves ci-dessus. On l'appelle l'événement impossible puisqu'il ne contient aucun élément et donc en particulier aucun des résultats possibles de l'épreuve. Définition. Un événement sera dit réalisé à l'issue d'une épreuve si le résultat de celle-ci appartient à l'événement. Définition. L'univers comme tout ensemble est un sous-ensemble de lui-même. Le même objet et la même notation désignent donc l'univers associé à une épreuve et l'événement certain associé à cette même épreuve puisqu'il contient tous les résultats possibles de cette épreuve. Le choix d'une modélisation des événements au moyen d'un ensemble permet de donner une représentation simple de l'événement certain et de l'événement impossible. Il permet aussi d'attacher des représentations à d'autres notions que nous allons définir ci-dessous. Propriété. L'événement A ou B est réalisé si seulement si A est réalisé ou si B est réalisé. Il est représenté par A union B. L'événement A et B est réalisé si seulement si A est réalisé et si B est réalisé. Il est représenté par A inter B. Ces propriétés sont des conséquences de la représentation de la proposition A ou B par A union B, respectivement A inter B en logique élémentaire. Définition. A et B sont des événements incompatibles ou disjoints, signifie que A et B sont les événements impossibles, c'est-à-dire que A union B c'est l'ensemble vide. Définition. A et B sont des événements contraires, signifie que A et B est l'événement impossible et que A ou B est l'événement certain, c'est-à-dire que B est égal à 1. Non seulement les événements A et B sont incompatibles, mais en plus on est sûr qu'exactement l'un d'entre eux est réalisé à chaque épreuve. Définition. Si on a un espace O plus dénombrable, A est un événement élémentaire, signifie que la valeur absolue de A est égale à 1. Passons maintenant à voir le cours sur les intégrations. Pour les gens qui préparent le concours CAPES mathématiques et pour ce module intégration, il faut savoir beaucoup de choses. Parmi ces choses, il faut savoir l'intégration sur un segment, fonction contenue par morceau, construction de l'intégrale, intégrale entre deux bornes, intégration d'une fonction continue, fonction primitive, théorème fondamental de l'intégration, calcul de l'intégrale d'une fonction continue,
et nullité de l'intégrale d'une fonction continue, transformation de l'écriture d'une intégrale, intégration par partie, changement de variable, calcul numérique d'intégrale, somme de Riemann, méthode de trapèze, extension en fonctions complexes et vectorielles, et intégration sur un intervalle quelconque. Il faut savoir l'intégration sur a plus l'infini, la convergence, le reste d'une intégrale convergente, cas des fonctions continues, et intégration sur a plus l'infini, il faut savoir cas des fonctions positives, comparaison de fonctions positives, intégrabilité, domination, intégrabilité par comparaison asymptotique, intégrale de Riemann, et intégrabilité et limite en plus l'infini. Extension à l'intervalle quelconque, intégration sur l'intervalle semi-ouvert AB, intégration sur l'intervalle semi-ouvert AB, l'intégration sur l'intervalle ouvert AB, liée avec une éventuelle intégration sur AB. Et la relation de Chasles. Intégrabilité sur un intervalle quelconque, cas des fonctions positives, intégrabilité, espace des fonctions intégrables, opération sur le domaine d'intégration, la domination, intégrabilité par comparaison asymptotique, intégrale de Riemann et intégrale partielle ou primitive, changement de variable, intégration par partie, intégrale de Dirichlet ou cas de la convergence sur a plus l'infini, cas de la divergence sur a plus l'infini, existant d'intégrale, le calcul d'intégrale, intégrale dépendant d'un paramètre, passage à la limite sous l'intégrale, théorème de convergence dominée, autre technique pour étudier une limite, intégration terme à terme, autre technique d'intégration, continuité par domination locale, la limite, la dérivation de l'intégrale à paramètre, la formule de Leibniz, la dérivation par domination locale, la dérivée d'autres supérieurs, et étude de la fonction comme la continuité, la dérivabilité. Et voilà, donc en gros, c'est ça en fait. Donc maintenant, on passe à voir la première partie sur l'intégration sur un segment. Donc on va voir la fonction continue par morceau. Soit A inférieur ou égal à B. De réel. Une fonction f de AB dans R est dite continue par morceau s'il existe un découpage du segment AB. On vérifie que l'ensemble des fonctions continues par morceau de AB vers R est une sous-algèbre de l'algèbre des fonctions de AB vers R. Exemple. Une fonction phi de AB vers R est dite en escalier s'il existe un découpage, tel que phi soit constant sur chaque intervalle ouvert. Une telle fonction est continue par morceau. La construction de l'intégrale. La construction précise de l'intégrale est un peu longue et assez technique. Nous allons nous contenter de donner les grandes étapes sans détailler les démonstrations associées. Soit A inférieur ou égal à B de réel. Première étape, on définit l'intégrale d'une fonction en escalier sur AB en sommant les aires algébriques des rectangles qu'elle détermine. Deuxième étape, grâce au théorème d'uniforme continuité de M, on montre que toute fonction réelle continue par morceau sur un segment AB peut être uniformément approchée par une fonction en escalier. Troisième étape, on montre que lorsqu'une suite de fonctions en escalier converge uniformément vers fonction f continue par morceau sur AB, alors la suite des intégrales sur AB est bornée et n'admet qu'une seule valeur d'adhérence. Elle est donc convergente. Quatrième étape, on constate que la limite précédente ne dépend pas de la suite de fonctions en escalier choisies, mais uniquement de la fonction f. Cette limite définit alors l'intégrale de f sur AB, communément notée l'intégrale f de t dt. On définit ainsi l'intégrale sur un segment AB d'une fonction réelle qui serait continue par morceau. Par construction, cette intégrale se comprend comme une aire algébrique. C'est l'aire au-dessus du segment AB, comprise entre l'axe des abscisses et la courbe représentant f. Cette aire est composée et comptée positivement lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et négativement sinon. Dans cette construction de l'intégrale découlent les résultats suivants. Théorème, linéarité.
Si f et g sont des fonctions réelles continues par morceau sur AB, alors l'intégrale de lambda de f plus mu de g dt est égale à lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Donc lambda fois l'intégrale de f de t dt plus mu fois l'intégrale de g de t dt. Si f et g sont des fonctions réelles continues par morceau sur AB, alors f inférieur ou égal à g implique que l'intégrale de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de g de t dt. Inégalité triangulaire. Si f est une fonction continue par morceau sur AB, alors la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de f de t dt, de la valeur absolue de f de t fois dt. Quel que soit c appartenant à AB, l'intégrale de AB de f de t dt est égale à l'intégrale de a de c f de t dt plus l'intégrale de cb f de t dt. On peut aussi énoncer une inégalité de Cauchy-Schwarz. Celle-ci fait l'objet des exercices. Intégrale entre deux bornes, soit f, une fonction de i dans R est dite continue par morceau sur i, si elle est continue par morceau sur tout segment AB inclus dans i. On peut alors introduire l'intégrale de cette fonction sur chaque segment AB inclus dans i, puis définir la notion d'intégrale entre deux bornes. Théorème de Charles. Si f, une fonction de i dans R, est une fonction continue par morceau, alors quel que soit a, b, c appartenant à i, l'intégrale de ab f de t dt est égale à l'intégrale de a de c f de t dt plus l'intégrale de cb f de t dt. On appelle une primitive d'une fonction f de i dans R s'il existe toute fonction f i de R dérivable vérifiant que f' est égal à f. Un tableau de calcul de primitives se déduit d'une inversion d'un tableau de dérivation. Proposition. Si f de i dans R admet une primitive f dont l'ensemble des primitives de f est constitué des fonctions de la forme t f de t plus c avec c appartenant à R. Théorie fondamentale de l'intégration. Si f, une fonction de i dans R est une fonction continue et a un élément de i, alors l'application x qui définit l'intégrale de a de x f de t dt est l'unique primitive de f s'annulant en a. Faut pas avoir la tête en l'air, un tas de formules qui depuis 6 années s'accumulent, faut les connaître. En commençant par le périmètre, c'est-à-dire la mesure du contour, c'est parti. Les plus faciles aux angers carrés, c'est pas du tout dur, 4 fois côté. Rectangle, longueur plus largeur, multiplie le tout par 2. Triangle équilatéral, 3 fois côté, c'est normal. Le parallélogramme, base plus côté, tout fois 2. Le trapèze et les deux bases, plus les deux côtés qui restent. Quel ennui, nous oublions le 7, notre ami le plus chanceux. Car niveau formule, il en a 2. Diamètre fois pi, 3,14. Ou bien 2 pi r, 2 fois pi fois r. Et maintenant c'est parti, entamons le plus tragique. Il s'agit des formulaires. Accroche-toi vite, s'accélère. Avant de commencer, il faut d'abord s'assurer de bien savoir qu'il s'agit de la mesure d'une surface. Deux, trois, ça y est,
par deux. Le parallélogramme, t'inquiète, ce n'est pas un drame. Juste là-bas sur la hauteur, trop facile c'est grandeur. Losange, grand et petit dé, le tout divisé par deux. Clôturons sur le trapèze, celui-là c'est plus balèze. Grande base, juste petit basse, multiplie par la hauteur. Le tout divisé par deux, on fera de notre mieux. Maintenant, je vous laisse avec une autre chanson. Téléchargez gratuitement votre premier livre audio. Audible, raconte-moi une histoire. Plus 3, plus 12 est égal à 18, moins 7, moins 8, racine carrée de 9, plus 1, plus 30, je les additionne à 60, moins 11, plus 2, ça nous donne 115, moins 2, plus 8, multiplié par 3, 1002, 108, divisé par 24, ça donne un nombre qui n'est pas un entier, ça donne 50, le plus on plus 5, plus 34, plus 1, 6, moins 8, plus 2, divisé par 23, moins 7, plus 2, le tout divisé par 1000, plus 2, moins 4, plus 60, plus 36, moins 9, moins 5, plus racine carrée de 8, plus 3, 102, auquel s'additionne moins 30, moins 1, plus 6, il y a 640, moins 13, plus 3, le cosinus de mon triangle, 35, moins 20, plus 4 est égal à 19. Maintenant, passons à voir le nombre complexe. Sur cette partie du nombre complexe, on va voir la construction du corps des nombres complexes. Le nombre complexe de module 1, le théorème de d'Alembert-Gauss, la résolution des équations de degré 2 et 3, l'application géométrique des nombres complexes, la topologie de C et la série exponentielle. Historiquement, c'est la nécessité de disposer de nombres dont le carré soit égal à un réel négatif qui a conduit à la notion de nombre complexe. Le cahier des charges est le suivant. L'ensemble C des nombres complexes doit contenir l'ensemble R des nombres réels. Il doit être muni d'opérations prolongeant celles de R, addition, multiplication, et possédant les mêmes propriétés opératoires. Et pour tout nombre réel strictement négatif, C doit contenir une racine carrée de R, c'est-à-dire un élément x tel que x au carré est égal à R. Enfin, selon les termes de Cardan, l'ensemble C doit pouvoir être imaginé, ce que l'on peut traduire par être le plus simple possible, c'est-à-dire ne contenir que les éléments strictement nécessaires à l'objectif fixé. On voit qu'il suffit de disposer d'une racine carrée i de moins 1 et si R est un nombre réel strictement négatif, i fois la racine de moins R est une racine carrée de R. En termes modernes, il s'agit de déterminer une R algèbre A unitaire et commutative, contenant un élément i tel que i au carré est égal à moins 1. Et pour satisfaire aux critères de simplicité, il faut se limiter à la sous-algèbre C de A engendrée par i. Quel que soit le mode de construction choisi, on obtient un ensemble C appelé l'ensemble des nombres complexes tel que un élément Z de C s'écrit de façon unique sous la forme A est égal à x plus IY avec XY appartenant à R au carré. Le réel x est appelé la partie réelle de Z et noté réel de Z, tandis que le réel Y est appelé la partie imaginaire de Z et noté imaginaire de Z. L'ensemble R peut être considéré comme un sous-ensemble de C en identifiant le réel x avec le nombre complexe x plus 0i. L'addition et la multiplication dans C sont définies de la façon suivante. Si Z est égal à x plus yi et Z' est égal à x' plus y' fois i sont deux nombres complexes, alors Z plus Z' est égal à x plus y' plus y' fois i. Et Z fois Z' est égal à x' moins y' plus xy' plus x'y fois i.
Ces opérations prolongent celles de R. Muni de ces opérations, C est un nombre commutatif et unitaire. Il résulte de la commutativité que le nombre complexe Z est égal à X plus YI avec XY appartenant à R au carré peut aussi être noté Z est égal à X plus IY. On a I carré est égal à moins 1. Le nombre complexe Z est égal à X plus YI est nul si seulement si X est égal à Y est égal à 0. Ce qui est équivalent à X au carré plus Y au carré est égal à 0. Si Z est différent de 0, le nombre complexe Z' est égal à 1 sur X carré plus Y carré facteur de X moins IY est l'inverse de Z. Là, où C est donné encore et donc encore commutatif. On peut aussi considérer C comme un espace vectoriel de dimension 2 sur R et aussi comme une R algèbre. Rappelons une définition usuelle. Si Z est égal à X plus Y est un nombre complexe avec X, Y appartenant à R carré, le nombre complexe Z bar est égal à X moins IY et appelé le conjugué de Z. On a alors Z bar est égal à Z et on dit que Z et Z bar sont conjugués. On vérifie facilement que pour Z et Z' appartenant à C, on a le conjugué de Z plus Z' est égal au conjugué de Z plus le conjugué de Z'. Et le conjugué de Z fois Z' est égal au conjugué de Z fois le conjugué de Z'. Si Z est inversible, alors Z bar moins 1 est égal à Z bar à la puissance moins 1. Pour que Z soit réel, il suffit que Z est égal à Z bar et pour que Z soit imaginaire, pur, c'est-à-dire de la forme IY avec Y appartenant à R, il suffit que Z bar est égal à moins Z. Si Z est égal à X plus IY avec XY appartenant à R au carré, le nombre réel positif, alors le module de Z est égal à la racine de X au carré plus Y au carré est égal à la racine de Z fois Z. Le conjugué de Z est appelé le module de Z. Il faut connaître les propriétés suivantes. Nombre complexe de module 1. Le groupe U des nombres complexes de module 1, soit U le sous-ensemble de C formé des nombres complexes de module 1. U est égal à Z appartenant à C avec le module de Z est égal à 1. C'est un sous-ensemble du groupe C étoile des nombres complexes non nuls. Il est non vide car il contient le nombre complexe 1. Si Z et Z' sont des éléments de U, on a le module Z' est égal à le module de Z fois le module de Z' est égal à 1. Et le module de Z moins 1 est égal à 1 sur le module de Z est égal à 1. Les fonctions sinus et cosinus, les fonctions sinus et cosinus vont jouer ici un rôle central. Nous aurons donc besoin d'une définition précise de ces fonctions. Nous utiliserons un théorème de Cauchy concernant les équations différentielles linéaires du second ordre. On considère l'équation différentielle y'' est égale à moins y. Alors pour toute AB appartenant à R au carré, il existe une unique fonction f de classe C au carré de R dans R solution de E. Vérifions les conditions initiales. F de 0 est égal à 1 et f' de 0 est égal à B. Par définition, la fonction sinus est l'unique solution de E vérifiant les conditions initiales f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1. Et la fonction cosinus est l'unique solution de E vérifiant les conditions initiales f de 0 est égal à 1 et f' de 0 est égal à 0. Si f est une solution de E, alors f de classe C2 sur R et donc f'' est égal à moins f. Est-elle aussi de classe C2? Donc f' est-elle aussi de classe C2? Et un raisonnement par récurrence évident montre que f est de classe C l'infini sur R. Le théorème d'Alembert-Gauss. C'est Albert Girard, né de 1595 et mort en 1632, qui énonce le théorème fondamental de l'algèbre, sous la forme suivante. Toutes les équations d'algèbre reçoivent autant de solutions que la dénomination de la plus haute quantité le démontre. Il faudra attendre le 18e pour qu'apparaisse l'intérêt et la nécessité de la démonstration du théorème. C'est sans doute d'Alembert qui fournit le premier une démonstration en 1746. Mais sa démonstration purement analytique, qui fait intervenir une famille de courbes, s'avère pour le moins très incomplète.
Il faudra attendre 1915 pour que Gauss, après plusieurs tentatives infructueuses, donne une démonstration rigoureuse. Théorème. P de z est un polynôme à coefficient complexe non constant. Alors P admet une racine dans C. La démonstration de ce théorème est hors programme du CAPES. Il existe de très nombreuses démonstrations du théorème de d'Alembert. Voici l'une des plus simples. C'est une conséquence immédiate des deux lemmes suivants. Maintenant, on va passer à voir la résolution des équations de degré 2 et 3. Équation de degré 2. Commençons par le cas particulier de l'équation z carré est égal à u. Soit un nombre complexe non nul, comme nous l'avons déjà vu, l'équation z carré est égal à u admet deux solutions, z1 et z2. Si u est donné sous forme trigonométrique, u est égal à r e i θ avec r est positif et θ appartenant à r, les racines de u sont z1 est égal à la racine de r fois l'exponentielle de i θ sur 2, et z2 est égal à la racine de r fois l'exponentielle de i θ sur 2 plus pi. Dans le cas où u est donné sous forme algébrique, u est égal à plus ib avec ab appartenant à r au carré. Cherchons z sous la forme z est égal à x plus iy, avec xy appartenant à r au carré. L'équation z au carré est égale à u équivaut au système x au carré moins y au carré est égal à a et 2xy est égal à b. Nous avons vu dans l'exercice 2 comme on pouvait résoudre ce système à l'aide d'une équation bicarrée en posant dans le cas où b est différent de 0, y est égal à b sur 2x. On peut modifier légèrement la méthode. En utilisant la relation z au carré, le module est égal à x au carré plus y au carré. Les réels x et y vérifient donc le système x au carré moins y au carré est égal à a et x au carré plus y au carré est égal à la racine de a au carré plus b au carré. D'où x au carré est égal à 1 sur 2 fois entre parenthèses a plus la racine de a au carré plus b au carré et y au carré est égal à 1 sur 2 fois la racine de moins a plus la racine de a au carré plus b au carré. L'équation de degré 3. Les formules de Cardan. On considère ici une équation de la forme z à la puissance 3 plus uz au carré plus vz plus w est égal à 0, où u, v et w sont trois nombres complexes. On effectue d'abord une translation sur la variable z en posant grand Z est égal à petite z plus u sur 3. On est ramené à une équation de la forme z à la puissance 3 plus uz plus u est égal à 0. Plus v est égal à 0. On peut donc se limiter aux équations de cette forme. Nous traiterons dans le cas de l'équation p de z est égal à 0 avec p de z est égal à z à la puissance 3 plus pz plus q. On a alors p est égal à z moins z0 fois z moins z1 fois z moins z2. Et les racines de p sont z0, z1 et z2. Application géométrique des nombres complexes. On considère le plan euclidien menu d'un repère orthonormé direct ROUV. Donc on a ROUV que l'on identifie avec R carré et avec C de la manière usuelle. On identifie le point M du plan avec la matrice XY de coordonnées dans le repère R. C'est aussi la matrice des coordonnées du vecteur OM dans la base UV. On identifie aussi le point M ou le vecteur OM avec le nombre complexe x est égal à x plus y. On dit que z est l'affixe de M. Attention, ces identifications peuvent parfois être source d'erreur. En effet, la matrice XY des coordonnées de M ainsi que l'affixe de M dépendent du repère choisi dans P. Dans le cas où on effectue les changements de repère, il pourrait être utile de distinguer le point M. La matrice de M est l'affixe de M. Si A et B sont deux points du plan d'affixe A et B, alors A est la distance euclidienne OA et B-1 est la distance euclidienne AB. Droite et cercle, droite, paramétrisation d'une droite, soit A un point du plan et V un vecteur non nul, d'affixe respective A appartenant à C et B appartenant à C étoile. Alors un point M du plan appartient à la droite D passant par A et dirigé par B si seulement si son affixe est de la forme A plus IB, avec I appartenant à R.
Pour simplifier le langage, on dit que D est la droite passant par A et dirigée par B. L'application T, A plus IB est appelée une paramétrisation de T. Il en résulte que D est aussi l'ensemble des nombres complexes Z tels que Z-1 sur B soit un nombre réel. Les deux résultats suivants en résultent immédiatement. Proposition. Soit A et B de nombres complexes distincts, la droite AB passant par A et B est l'élément des nombres complexes tels que Z-A sur B-A appartiennent à R. Proposition 2. Condition d'alignement de 3 points. Soit A, B, C, 3 nombres complexes distincts. Pour que A, B et C soient alignés, il suffit que C-1 sur B-1 soit un nombre réel. Équation d'une droite. Soit A appartenant à C et B appartenant à C étoile. Si Z appartient à D, s'il existe un réel T tel que Z est égal à A plus TB. Avec T appartenant à R, on en déduit que Z, le conjugué de Z est égal à le conjugué de A plus I fois le conjugué plus T fois le conjugué de B. Et en multipliant la première relation par le conjugué de B et la seconde par B, on obtient par soustraction le conjugué de B fois Z moins B fois le conjugué de Z est égal à A fois le conjugué de B moins le conjugué de A fois B. Il en résulte que Z vérifie une relation de la forme le conjugué de B fois Z moins B fois le conjugué de Z est égal à IC ou C appartenant à R. Le cercle. Soit A appartenant à C et R un réel strictement positif. Le cercle C du centre A et de rayon R est l'ensemble des Z appartenant à C tel que le module Z-A est égal à R. Il en résulte que Z appartient à C, si seulement s'il existe T appartenant à R, tel que Z est égal à A plus R, E, I, θ. L'application T, A plus R fois l'exponentielle I moins IT est une paramétrisation de cercle C. Les éléments Z de C sont aussi caractérisés par le module Z moins A au carré est égal R au carré. C'est-à-dire que Z fois Z bar moins A bar fois Z moins A Z bar est égal à R carré moins A, le module A au carré. La série exponentielle. La somme Z à la puissance n sur n avec Z appartenant à C est absolument convergente puisque la série à terme réel positif, la somme R à la puissance n sur n avec R positif est convergente. On l'appelle la série exponentielle, notant provisoirement G sa somme. Soit Z1 et ZE de nombres complexes de modules inférieurs ou égal à 1. On a alors pour n appartenant à n, Z1 moins Z2 à la puissance n est égal à Z2 moins Z2 fois la somme de k variant de 0 à n moins 1 de Z1 à la puissance n moins 1 moins k fois Z2 à la puissance k. On en déduit que Z1 moins Z2 à la puissance n, le module de Z1 moins Z2 à la puissance n est inférieur ou égal à n fois le module de Z1 moins Z2, puisque G de Z1 moins G de ZE est inférieur ou égal à Z moins Z1 moins Z2 fois la somme de n variant de 1 plus l'infini de 1 sur n moins 1. Ceci démontre que G est continu sur C. Soit maintenant Z1 et Z2 deux nombres complexes quelconques. Comme elles sont absolument convergentes, le produit de Cauchy des séries, la somme de Z1 à la puissance n sur n et la somme de Z2 à la puissance n sur n est une série absolument convergente et sa somme est égale à G de Z1 fois G de Z2. Le terme général du produit de Cauchy de ces deux séries, c'est Z1 plus ZE à la puissance n sur n. Passons maintenant à voir c'est quoi en fait les suites et séries. Une suite Zn de nombres complexes converge vers le nombre complexe Z si pour tout epsilon positif, il existe un entier N0 tel que Z, le module Z moins Zn est inférieur ou égal à epsilon, pour tout n supérieur ou égal à N0. Cela revient à dire que la suite de nombres réels positifs Z moins Zn converge vers 0. Les résultats généraux concernant les suites de nombres complexes sont essentiellement les mêmes que ceux concernant les suites de réels.
Unicité de la limite toute suite convergente et bornée. Sont les produits de suite convergentes. Si Zn est égal à xn plus i, y, n, alors la suite Zn est convergente de limite z est égal à x plus i, y. C'est seulement si la suite xn est convergente de limite x et de la suite yn convergente de limite y. Si Zn est une suite de nombres complexes, la suite de termes général Sn avec Sn est égale à la somme de k variant de 1 à n zk. On en a fini avec ce cours. J'espère que vous avez compris à peu près le programme du concours CAPES mathématiques. C'est un concours pour devenir enseignant pour le second degré. Cette séquence est terminée.